Mon mariage était planifié depuis des mois, mais mon frère a soudainement programmé sa fête de fiançailles exactement le même jour. Ce qui m'a choqué n'était pas sa décision, c'était la réaction de mes parents. « Il a plus besoin de nous », ma mère a dit au téléphone, sa voix plate et finale. Je me tenais seul dans la suite nuptiale, fixant mon reflet pendant que mon coordinateur de mariage ajustait le voile derrière moi. Autour de moi, les gens bougeaient d'excitation. Des rires résonnaient dans le couloir et des fleurs emplissaient la pièce de leur douce odeur. Pourtant, tout ce que je pouvais entendre était le silence laissé par 2 sièges vides qui auraient dû appartenir à mes parents. Des mois de planification, des centaines d'invitations, chaque détail soigneusement arrangé, et ils l'ont quand même choisi. Pas à cause d'une urgence, pas à cause d'une maladie, simplement parce que mon jeune frère voulait de l'attention. La cérémonie s'est déroulée sans eux. Puis, à mi-chemin de ma réception, mon téléphone a vibré. Un texto de maman défilait sur l'écran. « Qu'avez-vous fait? » Pour la première fois ce jour-là, j'ai souri. J'ai grandi en sachant exactement où j'en étais dans ma famille. Mon jeune frère, Ethan, était au centre de chaque pièce. Il n'était pas cruel, du moins pas ouvertement. Il s'attendait simplement à ce que le monde se penche autour de lui, et pendant la majeure partie de sa vie, il l'a fait. Mes parents l'appelaient spécial, sensible et plein de potentiel. Chaque erreur devenait une excuse. Chaque succès est devenu une fête de famille. J'ai appris très tôt que mon rôle était différent. J'étais la plus fiable, la fille qui ne causait jamais de problème, l'étudiante qui obtenait de bonnes notes sans avoir besoin d'éloges, l'enfant qui se souvenait des anniversaires, aidait avec les factures et se présentait chaque fois que quelqu'un avait besoin de soutien. Être fiable sonne comme un compliment, jusqu'à ce que vous réalisiez que les gens commencent à le traiter comme une ressource qu'ils possèdent. Au fil des ans, les dîners de famille ont été reprogrammés autour des plans d'Ethan. Les vacances ont changé parce qu'il voulait quelque chose de différent. Même les étapes importantes sont devenues en quelque sorte des occasions de le mettre en lumière. Chaque fois que je me sentais blessé, je l'avalais. Chaque fois que je réalisais quelque chose d'important, on me disait de rester humble. Je me suis convaincu que la patience finirait par se faire remarquer, que la loyauté reviendrait. Au lieu de cela, plus je donnais, moins les gens semblaient l'apprécier. Au moment où mon mariage est arrivé, je ne demandais pas d'attention. Je demandais un jour où on ne s'attendait pas à ce que je me retire. Un jour où j'avais autant d'importance que lui. Ce que je ne savais pas, c'est que mes parents avaient déjà fait leur choix bien avant que les invitations ne soient envoyées par la poste. Les signes avant-coureurs ont commencé bien avant le mariage. Au début, ils étaient assez petits pour être ignorés. Quand j'appelais mes parents pour discuter des détails du lieu, ma mère écoutait pendant quelques instants avant de déplacer la conversation vers les plans d'engagement d'Ethan. Si j'ai mentionné la restauration, elle a mentionné sa liste d'invités. Si je parlais de Flore, elle trouvait en quelque sorte une raison de discuter de son avenir. Chaque conversation me laissait étrangement invisible. Un mois avant le mariage, Ethan a annoncé ses fiançailles lors d'un dîner de famille censé célébrer mon prochain mariage. La salle a éclaté en applaudissements. Je me souviens d'être assis là avec un sourire polyfigé sur mon visage, pendant que des proches se précipitaient vers lui avec des félicitations. Personne ne semblait le remarquer, pas même mes parents. Mon père a attiré mon attention brièvement de l'autre côté de la table. Il y avait là un scintillement de reconnaissance, comme s'il comprenait exactement ce qui s'était passé. Puis, il détourna les yeux et leva son verre vers Ethan. Ça faisait plus mal que s'ils s'étaient disputés. À l'approche du mariage, mes parents sont devenus plus difficiles à joindre. Les messages sont restés sans réponse pendant des jours. Les appels ont été retournés avec des voix distraites et des excuses précipitées. Chaque fois que je demandais si tout allait bien, il y avait toujours une pause étrange et inconfortable, le genre qui vous dit qu'une décision a déjà été prise. Tu n'as juste pas encore été informé.
Et quand la vérité est finalement arrivée, elle est venue avec des sourires, des excuses et une trahison si décontractée qu'elle semblait répéter. Le tournant est survenu 3 semaines avant le mariage. Ma mère a appelé un mardi soir. Sa voix portait le même ton prudent que les gens utilisent lorsqu'ils ont déjà décidé quelque chose, mais ne veulent pas paraître coupables à ce sujet. La fête de fiançailles d'Ethan est fixée, a-t-elle dit. J'ai souri au début en supposant qu'elle partageait de bonnes nouvelles. Puis elle m'a dit la date de mon mariage. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que je l'avais mal entendu. Quand je lui ai rappelé, le silence a rempli la ligne. Pas de surprise, pas de confusion, silence. Puis vint l'explication. La famille du fiancé d'Ethan préfère ce week-end, comme si ça avait tout réglé. J'ai attendu la partie où elle me dirait qu'il l'avait convaincu de choisir un autre jour. Cette partie n'est jamais venue. Au lieu de cela, elle a gentiment expliqué qu'ils assisteraient à son événement. Il a plus besoin de nous. Les mots ont atterri avec une clarté choquante, et non pas parce qu'ils étaient cruels, parce qu'ils étaient honnêtes. Pour la première fois de ma vie, plus personne ne faisait semblant. La conversation s'est terminée quelques minutes plus tard, mais je me souviens à peine des détails. Je me suis assis seul dans mon appartement, à regarder les invitations de mariage réparties sur la table. Quelque chose en moi est devenu très calme, pas en colère, pas le cœur brisé, certain. J'ai finalement compris que j'avais passé des années à attendre que les gens m'apprécient comme je les appréciais. Cette prise de conscience a tout changé, et une fois que j'ai cessé d'attendre d'eux l'équité, je suis devenu libre de prendre une décision qu'ils ne verraient jamais venir. Je n'ai rien annulé, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié mes parents de reconsidérer. Cela les a surpris plus que n'importe quelle confrontation aurait pu l'être. Pendant des années, ils s'attendaient à ce que j'absorbe tranquillement la déception. Cette fois, j'ai simplement accepté leur choix et j'ai avancé. Mais l'acceptation n'est pas la même chose que l'abandon. En tant que chef de projet, l'organisation était une seconde nature pour moi. J'ai géré les contrats, les calendriers, les budgets et les plans d'urgence pour gagner ma vie. Lorsque des problèmes sont apparus, je n'ai pas réagi émotionnellement. J'ai rassemblé des informations et pris des décisions. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai examiné chaque arrangement de mariage, chaque confirmation d'invités et chaque engagement financier lié à l'événement. Plus important encore, j'ai examiné la situation dans son ensemble. Mes parents et Ethan avaient passé des années à supposer que je resterais toujours disponible émotionnellement, financièrement et pratiquement. Cette hypothèse était devenue leur plus grande faiblesse. Sans faire d'annonce, j'ai commencé à ajuster mon avenir en conséquence. Les comptes partagés ont été séparés. Les obligations familiales que j'avais tranquillement assumées ont été réaffectées. Les engagements qui dépendaient de mon temps, de mes efforts ou de mes ressources étaient soigneusement documentés et préparés pour le transfert. Pas de menaces, pas d'avertissement, juste des limites. Le processus semblait étrangement paisible. Pour la première fois, je n'essayais de gagner l'approbation de personne. Le jour du mariage est arrivé clair et lumineux. 2 chaises au premier rang sont restées vides. Je les ai remarquées en descendant l'allée, mais la vue n'a pas fait aussi mal que je m'y attendais. La déception était déjà arrivée des semaines plus tôt. Ce qui restait était l'acceptation. La cérémonie était magnifique. Les personnes qui voulaient vraiment être là remplissaient la pièce d'une chaleur qu'aucune obligation forcée n'aurait pu égaler. Pour la première fois, j'ai arrêté de regarder vers la porte. Mes parents ne venaient pas, et j'étais finalement d'accord avec ça. Quelques heures plus tard, lors de la réception, mon téléphone a vibré contre la table. Un message de ma mère est apparu à l'écran. « Qu'avez-vous fait? » Autour de moi, les invités riaient sous des guirlandes de lumière dorée. Les verres tintaient. La musique dérivait à travers la pièce. J'ai ouvert le fil de discussion calmement. Un deuxième texte était déjà arrivé. Apparemment, la fête de fiançailles d'Ethan ne se passait pas bien. Les proches posaient des questions inconfortables. Les gens voulaient savoir pourquoi les parents de la mariée avaient sauté le mariage de leur propre fille.
D'autres avaient appris que je m'étais tranquillement éloigné de plusieurs responsabilités que j'avais assumées pendant des années. Les factures, la planification, l'ordonnancement, les obligations familiales, les tâches assumées par chacun se poursuivraient indéfiniment. Pour une fois, les projecteurs n'étaient pas braqués sur la célébration d'Ethan. C'était sur leur choix. J'ai tapé une seule réponse. Rien. J'ai simplement arrêté de te couvrir. 3 points sont apparus instantanément, puis ont disparu, puis sont réapparus. Pour la première fois de ma vie, la panique leur appartenait, pas à moi. Les retombées n'étaient pas explosives. Il n'y a pas eu d'affrontement dramatique, pas d'appel téléphonique hurlant, pas de scène publique. Au lieu de cela, les conséquences sont arrivées lentement, ce qui les a rendues impossibles à échapper. En quelques jours, des proches ont commencé à me contacter directement. Certains voulaient savoir pourquoi mes parents avaient raté le mariage. D'autres voulaient simplement me féliciter et exprimer leur déception en mon nom. Pendant des années, ma famille avait contrôlé le récit. Maintenant, les gens tiraient leurs propres conclusions. Mes parents ont rapidement découvert que le silence peut être plus fort que les accusations. Plus ils essayaient d'expliquer leurs décisions, plus cela sonnait mal. Pendant ce temps, les responsabilités que j'avais tranquillement assumées sont restées exactement là où je les avais laissées. Personne n'est intervenu sans effort. Personne ne m'a remplacé du jour au lendemain. Le travail que j'avais fait pendant des années n'est soudainement devenu invisible qu'après avoir disparu. Ethan a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Pas par colère, car il n'y avait plus rien à discuter. Pour la première fois, j'ai compris quelque chose d'important. Le respect de soi ne consiste pas à faire regretter aux gens de vous avoir blessé. Il s'agit de refuser de participer à vos propres mauvais traitements. Cette prise de conscience a changé ma vie bien plus que n'importe quelle vengeance ne le pourrait jamais. Certaines relations se sont estompées après cela. D'autres sont devenus plus forts parce qu'ils étaient finalement basés sur le respect mutuel au lieu de l'obligation. Avec le recul, la vraie victoire n'était pas de voir ma famille paniquer. C'était debout dans une pièce remplie de gens qui avaient choisi d'être là et de réaliser que je n'avais plus besoin de la validation de ceux qui ne l'avaient pas faite. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir négligé et que j'ai commencé à me sentir libre. Dans le calme qui a tout suivi, le narrateur a finalement compris ce qui était autrefois caché sous la colère, la confusion et le silence. Toutes les batailles ne sont pas censées être menées bruyamment, et toutes les blessures ne sont pas censées être montrées au monde. Le temps n'a pas effacé le passé, mais il a adouci ses bords, transformant les souvenirs tranchants en leçons plutôt qu'en chaînes. Ensemble, il y avait un lent changement à l'intérieur, petit, presque imperceptible au début. Le besoin de prouver quelque chose s'est estompé. À sa place est venue la clarté. Les choix sont devenus plus légers, les réactions plus calmes, et l'esprit n'a plus chassé la fermeture des endroits qui s'étaient déjà fermés. Ce qui ressemblait autrefois à une perte s'est lentement transformé en compréhension. L'avenir ne ressemblait plus à quelque chose à fuir ou à réparer, mais à quelque chose à construire tranquillement, pas à pas. De nouveaux objectifs ont pris forme, non pas motivés par la douleur, mais par un but. Le narrateur a appris que la paix n'est pas une destination atteinte soudainement. C'est quelque chose de pratiqué quotidiennement dans la façon dont on pense, réagit et lâche prise. Et même si certains chapitres feront toujours partie de l'histoire, ils ne définissent plus sa fin. Parce qu'au final, la plus grande victoire n'était pas ce qui était repris, mais ce qui était finalement laissé derrière. Je construisais une vie qui n'en avait plus besoin. Le matin de mon mariage, tout était prêt. Mes parents pensaient qu'il manquait une cérémonie. Ils n'avaient aucune idée qu'ils perdaient également l'accès à la personne qui avait passé des années à garder leur famille unie.